Le Maroc, future superpuissance de l'énergie verte? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. On va décortiquer ensemble ce pari un peu fou, une histoire où se mélange une vision à long terme, des technologies de pointe et, bien sûr, beaucoup de géopolitique. Pour commencer, imaginez un peu ça. Est-ce que le soleil du désert marocain pourrait à lui seul alimenter près d'un dixième de tout le Royaume-Uni? Ça sonne comme de la science-fiction, non? Et pourtant, cette idée était au cœur d'un projet bien réel et complètement démesuré. Ce projet, il a un nom, X-Links. Et le plan était simple, enfin sur le papier. On prend des parcs solaires et éoliens gigantesques au Maroc, on ajoute une batterie de stockage absolument colossale et surtout, on tire le plus long câble électrique sous-marin jamais imaginé. 4000 km pour relier directement le Maroc au Royaume-Uni. Le projet était si impressionnant que Londres l'avait même qualifié d'importance nationale. Et pourtant, tout s'est arrêté net. Le gouvernement britannique a dit non. Alors, comment est-ce qu'un projet aussi prometteur, aussi stratégique, a-t-il pu capoter? C'est là que l'histoire devient vraiment passionnante. On pourrait se dire, bon, si le projet phare est annulé, pourquoi est-ce qu'on en parle encore? Eh bien, parce que X-Links, ce n'était que la partie visible de l'iceberg. L'ambition du Maroc, elle, est beaucoup plus grande et elle est toujours bien là. Ok, pour bien comprendre, il faut prendre un peu de recul, regarder au-delà de ce seul projet. La révolution verte du Maroc, ce n'est pas une idée soudaine, c'est un plan méticuleux qui se construit depuis plus de 10 ans. Et attention, cette vision, elle ne sort pas de nulle part. Elle vient du sommet de l'État. Dès 2009, le roi Mohamed VI donnait déjà le cap. Il faut diversifier l'énergie du pays grâce aux renouvelables. C'était bien avant que l'hydrogène vert et la transition énergétique ne soient sur toutes les lèvres. Et cette vision, eh bien, elle s'est concrétisée, pas à pas. D'abord, une grande stratégie nationale en 2009, puis des plans spécifiques, comme pour l'éolien, et finalement, un objectif vraiment ambitieux a été fixé, que 52% de l'énergie vienne du renouvelable d'ici 2030. C'est la preuve d'un engagement qui s'inscrit dans la durée. Forcément, la stratégie du Maroc, elle joue sur ses points forts naturels. D'un côté, on a le soleil, quasi infini du désert, parfait pour des centrales géantes comme Nour. De l'autre, les vents très puissants qui soufflent sur les côtes et dans les montagnes. Si on ajoute à ça l'hydroélectricité qui existe déjà, le Maroc a une base vraiment solide pour sa transition. Voilà le chiffre à retenir, 52%. C'est l'objectif officiel du Maroc, avoir plus de la moitié de sa capacité de production électrique en renouvelable d'ici 2030. C'est l'un des objectifs les plus ambitieux de la planète, surtout pour une économie en plein développement. Mais voilà, toute cette ambition, ça amène un vrai casse-tête. Est-ce qu'il vaut mieux utiliser toute cette énergie verte pour le pays, pour ses habitants, ses usines, ou est-ce qu'il faut l'exporter, notamment vers l'Europe, pour faire entrer de l'argent? C'est le grand dilemme au cœur de la stratégie marocaine. Et au cœur de ce plan d'exportation, il y a un mot qu'on entend partout, l'hydrogène vert. Pour faire simple, c'est une manière de mettre en bouteille l'électricité du soleil et du vent. On la transforme en un gaz propre qu'on peut ensuite stocker et transporter facilement. Et le Maroc, avec ses ressources, a tout pour devenir un champion du monde de l'hydrogène vert. Et là, il y a un truc super intéressant, presque contre-intuitif, qui a été mis en avant par une étude de Nature Communications. C'est ce qu'on appelle l'effet de débordement des prix. L'idée, c'est qu'en construisant énormément de capacités pour exporter, le Maroc pourrait se retrouver avec un surplus d'énergie. Et ce surplus ferait baisser les prix de l'électricité pour les Marocains eux-mêmes. Donc, voilà le dilemme en gros. Si le Maroc mise tout sur l'exportation, les factures d'électricité locale pourraient chuter de manière spectaculaire. Mais s'il essaye de tout faire en même temps, c'est-à-dire décarboner sa propre économie et exporter massivement, alors les bénéfices risquent de fondre. Tout l'enjeu, c'est de trouver le juste milieu. Bon, avoir une vision, c'est bien, mais pour gérer un équilibre aussi complexe, il faut des règles claires, un cadre solide. Le Maroc a donc dû moderniser ses lois pour que cette révolution énergétique puisse vraiment avoir lieu. Prenons la loi 4019. Qu'est-ce qu'elle change, concrètement? D'abord, plus de transparence. L'opérateur du réseau doit dire clairement combien de nouvelle énergie il peut accueillir. Ensuite, les règles pour exporter sont bien définies. Et surtout, la loi autorise enfin les acteurs privés à construire leurs propres unités de stockage d'énergie. Ce sont des signaux très forts pour rassurer et attirer les investisseurs. Une autre grande avancée, c'est la loi sur l'autoconsommation. En gros, elle permet à n'importe qui, particulier ou entreprise, de produire sa propre électricité et même de revendre le surplus. C'est génial, non? Mais alors, c'est la loi parfaite? Pas tout à fait. Selon certains experts, ils disent qu'elle favorise un peu trop les gros projets, qu'elle oublie les habitants d'un même immeuble qui voudraient s'y mettre ensemble et, chose un peu étrange, qu'elle exclut les grandes entreprises publiques du secteur. Allez, on prend un peu de hauteur maintenant.
Au-delà de tous ces détails techniques et juridiques, ce que fait le Maroc pourrait bien être en train de redessiner une partie de la carte énergétique du monde. En fait, le Maroc ne se voit pas juste comme un producteur d'énergie. Il se voit comme un carrefour, un connecteur mondial. Un pont entre l'Afrique et l'Europe, bien sûr, mais aussi une plaque tournante entre les investissements qui viennent d'Asie et les marchés en Occident. L'énergie, ici, ça devient un vrai outil de diplomatie. Attention, tout n'est pas rose pour autant. Le chemin est semé d'embûches, et pas des moindres. Produire de l'hydrogène vert demande énormément d'eau, et l'eau est une ressource très rare au Maroc. Le financement nécessaire est absolument colossal. Sans oublier l'instabilité géopolitique dans la région, qui reste une menace. Et c'est ça, finalement, l'essence de la stratégie marocaine. Prendre ce que la nature lui a donné, le soleil, le vent, sa position géographique, et le transformer en puissance. Une puissance économique, mais aussi diplomatique. C'est un pari audacieux sur l'énergie du futur. Ce qui nous amène, pour finir, à une question beaucoup plus large. Le Maroc est peut-être en avance, mais il ne sera pas le seul. Partout dans le monde, la course à l'énergie propre est lancée. D'autres pays qui ont aussi beaucoup de soleil ou de vent vont forcément essayer de suivre ce modèle. La question, ce n'est donc plus de savoir si ça va arriver, mais plutôt qui sera le prochain à tenter ce pari.